Oui, c'est un grand coup. Alors, un club, c'est beaucoup de projets, c'est beaucoup de boulot au quotidien, mais effectivement, là, au niveau médiatique et au niveau sportif, le fait d'avoir signé Paul Willemse est quelque chose qui permet au Rugby Club Nîmois oui, oui, d'avoir pas mal d'audience ces derniers jours. Écoutez, ça s'est fait comme la plupart du temps au rugby par des rencontres. Paul Willemse qui était au MHR, un club avec lequel nous sommes partenaires proches, puisqu'il y a un certain nombre d'échanges de joueurs chaque été, que ce soit au niveau de la formation, mais aussi au niveau d'équipe première. On a eu un ou deux prêts, on a eu deux prêts l'année dernière et c'est encore le cas cette année. On entretient des très bonnes relations avec le club de Montpellier. On a appris effectivement que Paul Willemse, on l'a tous appris dans les médias, hein, que Paul Willemse était, était en train d'analyser avec des médecins, etc., sa capacité à continuer à jouer à cause de commotions importantes. Et dans cette phase-là où il était en arrêt maladie, par le truchement d'un vice-président, Nicolas Ricom, dont la femme est sud-africaine, par cette rencontre et un ou deux repas partagés, on a proposé à Paul Willemse de nous rejoindre, de nous conseiller. Et lui qui était en arrêt maladie, alors il voulait pas dans un premier temps médiatiser le coup de main qu'il nous donnait. C'est la raison pour laquelle c'est communiqué que depuis quelques jours, alors que la saison a commencé depuis juillet. Depuis juillet, puisque la préparation des joueurs commence au début de l'été pour être prêt tout début septembre. Donc voilà, ça s'est fait par rencontre. À un moment donné où Paul Willemse, malheureusement, ne pouvait plus jouer, dans l'attente du diagnostic définitif des médecins, qui est tombé cet été. Et effectivement, on a la chance d'avoir Paul Willemse une fois par semaine qui conseille nos avants, principalement sur le jeu d'attaque et les phases de conquête, évidemment, mais qui nous apporte tout son charisme, tout son amour du jeu. C'est vraiment quelqu'un qui est passionné par ce jeu, passionné par les hommes qui y jouent. Et qui s'intègre dans n'importe quel club, un club de National 2 pour lui. Voilà, alors évidemment, c'est moins clinquant que ce qu'il a connu, mais il s'y est intégré comme un poisson dans l'eau et fait aujourd'hui partie intégrante du staff. Ouais. Ça fait partie. Je ne sais pas s'il faut avoir été un grand joueur pour être un grand entraîneur. C'est un débat qui anime quelquefois les milieux sportifs dans n'importe quel sport. Mais en tout cas, Paul, parce que c'est quelqu'un de foncièrement passionné, parce qu'il est d'une humilité et d'une gentillesse rare. C'est pas le gars qui impose, c'est le gars qui propose, qui donne des conseils, qui est dans l'analyse fine des axes de poussée, etc. Enfin, on pourra en parler des heures, mais c'est quelqu'un qui ne se voilà, qui est pas dans la démonstration. C'est quelqu'un qui est au soutien de manière très humble, qui parle de manière posée. Et effectivement, quand on a des champions qui ont la capacité humainement de se mettre à la portée de ceux à qui ils parlent, ça en fait des gens qui sont écoutés, voire admirés. Bien sûr, quand on le voit se balader au milieu de nos joueurs, déjà on prend conscience de la différence de dimension physique en fait. Paul Willemse, c'est un géant dans un pack de National 2. On a quelques beaux profils également, mais c'est d'abord un physique et ensuite une gentillesse et une technicité. Forcément, forcément quelqu'un qui était encore international il y a 2 ans, qui aime à ce point le jeu d'avant et les phases de conquête. Quand il regarde nos matchs, quand il nous regarde nous entraîner, etc., ses conseils font mouche. Ouais. On
est la principale, on est la meilleure influence de National 2 depuis maintenant 3 ans. Donc le stade est quasiment plein. Il est évident que ça va participer déjà d'un essor médiatique. J'ai eu pas mal de journalistes ces derniers jours, et là je viens de recevoir de Nicolas Ricôme, donc qui est le contact qui a permis à Paul Willemse de signer. Je viens de recevoir de lui un article sud-africain. Donc, en Afrique du Sud, il y a un article dans lequel le Rugby Club Nîmois est cité. Donc c'est à la fois rigolo. C'est très bien parce que ça couronne aussi tout un projet. On a pris le club depuis 4 ans et c'est un club qui se structure, qui est ambitieux sur une ville moyenne, mais qui est une ville historique du rugby. Et donc, tous ces coups de pouce, qu'ils soient techniques, mais médiatiques aussi, participe à faire avancer le plus vite le projet, bien sûr. Il faut se méfier avec l'ambition. Vous savez, on a une culture spéciale dans ce sport. On aime à la fois l'ambition et le professionnalisme et le côté clinquant, et à la fois on connaît les méthodes pour arriver à la victoire. Elles sont collectives, elles sont faites d'humilité. Ceux qui se prennent pour d'autres dans notre sport sont vite remis à leur place. Donc oui, on est ambitieux. La trajectoire est posée. Le Rugby Club Nîmois doit être à minima en national, à côté de clubs comme prestigieux, comme Albi, comme Narbonne, comme Bourgoin. Donc c'est la trajectoire du Rugby Club Nîmois. Le Rugby Club Nîmois, depuis 10 ans, est reparti des bas-fonds du championnat. Ça n'a rien de péjoratif. Il est reparti en Fédéral 3, je crois, il y a une dizaine d'années, suite à des problèmes financiers. Il était en Fédéral 1 encore il y a 3 ans. Il est en National 2. Il a une équipe semi-professionnelle. Sur les 37 joueurs, la moitié sont professionnels exclusifs. L'autre moitié est sous contrat, mais de manière plus réactive. On a doublé le budget du club. Alors, ça peut paraître aussi présomptueux de le dire, mais c'est le fruit d'un travail au niveau des partenaires, avec les collectivités. On a racheté la brasserie attenante au stade. On a créé un organisme de formation, une fondation. Donc voilà, c'est un travail non seulement vertical pour travailler avec les partenaires et les agglomérations, la mairie, le département, la région, la communauté d'agglo, mais c'est aussi un travail horizontal consistant à multiplier ce qu'on appelle les business units. Voilà, il y a 5 sociétés qui consolident le Rugby Club Nîmois et dont l'ensemble des bénéfices contribuent à l'élaboration du budget. Ça, c'est la construction de la base pour nous permettre d'aller plus haut, parce que il s'agit pas de monter, il s'agit pas de faire du bruit et de l'audience et que le club se crache en plein vol comme d'autres dans 2-3 ans. Nous, c'est notre club, en fait. Moi, je jouais à l'âge de 6 ans au Rugby Club Nîmois. Romain Tissot, qui est un des vice-présidents, a toute une famille issue du Rugby Club Nîmois. Nicolas Ricôme est rugbyman. Enfin, tout le comité de directeur, c'est notre club. Donc, on le construit avec les compétences qui sont les nôtres de chefs d'entreprise passionnés de rugby. Mais on construit pour durer, oui. Et on montera quand le fait sportif déterminera qu'on monte, mais on montera que lorsqu'on sera prêt. Oui, c'est toute la particularité de ces divisions. Je pense que c'est le cas en National 2, en Fédéral 1. S'il y a des pros, il doit y en avoir 1 ou 2 par équipe, donc c'est pas le problème. Et je pense qu'en National, à l'inverse, il y a 95% des joueurs qui sont pros exclusifs. Donc on est vraiment dans cette division qui est à cheval entre ces deux mondes. Il y a d'ailleurs dans notre pool des effectifs qui sont 100% plus réactifs. Et il doit y avoir assez peu, peut-être le club d'Orléans, mais ou Langon, je ne sais pas, mais voilà, très peu de clubs qui sont 100% pro. Faire cohabiter un effectif professionnel avec un effectif plus réactif, cela oblige effectivement à avoir des blocs temps sur la semaine d'entraînement
collectifs où tout le monde est là et qui sont donc principalement le soir, et des blocs individuels, plus pour la préparation physique ou un certain nombre de choses liées aux soins, liées à peut-être des ateliers spécifiques. Avoir des blocs temps comme ça sur la semaine, c'est le cas aussi de notre staff. Hein. On a deux entraîneurs, l'entraîneur des avants et l'entraîneur des trois quarts qui sont des plus réactifs, qui sont des gens qui bossent. Et on a Guillaume Aguilar, le manager, qui est quelqu'un de professionnel. Donc, ils ont réussi. Donc, c'est des entraînements collectifs le soir, avec un jour off qui est le mercredi. Et ils se sont tous mis d'accord pour s'entraîner également le lundi de 11h à 14h pour avoir un entraînement collectif en journée. Et voilà, tout le monde s'y colle. On sait très bien que pour monter en national, il faut préparer l'effectif à être pro parce que c'est pas en un été qu'on trouve 40 joueurs pro. Hein. Donc, il faut avoir un effectif pro. En partie pro et il faut s'y préparer, mais ça n'est pas besoin. D'abord, on n'en a pas les moyens et ça n'est pas notre volonté parce qu'on veut aussi des gens qui sont en prise avec le territoire. C'est important d'avoir des gens qui sont issus de sa formation, des gens qui travaillent dans la ville. Là aussi, ça participe du rayonnement du club et à son identité. Donc, on ne veut pas un effectif 100% pro. On a une moitié d'effectifs pro parce qu'à un moment donné, notre formation ne produit pas assez de joueurs pour l'équipe première. Et donc, quand vous allez chercher des joueurs sur le marché avec des agents, la plupart du temps maintenant à ce niveau-là, vous trouvez que des joueurs qui sont professionnels. Donc, c'est quelque chose à la fois d'un peu subi, d'un peu décidé, et c'est quelque chose qui doit être au quotidien bien géré. Cette saison démarre et on est plutôt content sur la cohésion de l'équipe. C'est quelque chose sur laquelle on a beaucoup insisté cet été. C'est vrai qu'en année 1 du projet, il y a 2-3 ans, on retrouve souvent dans les entretiens avec les joueurs, etc. Oui, mais lui, il est pro, il donne pas assez. Ou alors, lui, il est plus réactif, il s'entraîne pas assez. Enfin, vous voyez, il y a toujours ces statuts, même si dans un collectif, il y aura toujours différents statuts. Je pense que voilà, je suis pas dans les petits papiers du Stade Toulousain, mais je pense qu'un Antoine Dupont, il n'a pas tout à fait le même statut qu'un espoir qui fait quelques piges en équipe première. Et pour autant, ce sont des équipes, quand on les observe, qui sont des collectifs imparables, quoi. Donc voilà, difficile, mais difficile. En tout cas, c'est un sujet de préoccupation. C'est pas facile, mais c'est un passage obligé et c'est un des points d'attention les plus importants de notre staff et de nos dirigeants. C'est probablement ce qui pose le plus de difficultés à des clubs comme les nôtres. Mais même des clubs en Pro D2 ou peut-être même en Top 14. Hein, je lisais cet été des échanges entre Moed Altrad du MHR avec la mairie de Montpellier sur l'état de vétusté du stade, de leur stade. Une des particularités effectivement de notre modèle économique, c'est que ce sont des entreprises privées, hein, voilà, avec plusieurs millions d'euros de budget, même si à l'origine, il y a toujours une association qui continue de fonctionner parce qu'elle est détentrice du numéro FFR. Ce sont quand même des grosses entreprises privées qui fonctionnent la plupart du temps avec comme outil principal un équipement sportif public. Voilà. Et ça, c'est une particularité de notre sport. Il y a très peu, il y en a en top 14, il doit y en avoir 3-4 stades qui appartiennent au club. Sinon, la totalité des clubs sont dans des infrastructures sportives publiques. C'est le cas de Toulon à Mayol, au stade Mayol. C'est le cas de Montpellier, le stade est public. Enfin voilà. C'est pareil pour nous. Donc, nous avons des infrastructures qui sont ce qu'elles sont. On peut qualifier le stade Nicolas Kaufmann de vieillissant et effectivement qui commence à être un peu en retard par rapport aux standards et aux attendus du rugby professionnel, qui lui demande
demande des stades aujourd'hui où les partenaires puissent voir les matchs tout en dînant, où il y a des accueils, que ce soit où il y a des expériences au stade, que ce soit au niveau de la restauration, que ce soit au niveau des médias, de la sono, de la capacité à accueillir les gens, des places de parking, des choses comme ça. On a un stade des années 70-80. On n'est pas les plus mal lotis, mais c'est un sujet que nous avons avec la municipalité. Bon, après, on arrive là dans un temps d'élection, donc c'est compliqué. Les personnes avec lesquelles on traite aujourd'hui peut-être ne seront pas celles qui seront élues dans 6 mois. Donc, on travaille au quotidien pour faire évoluer ce stade. Aujourd'hui, une des problématiques posées par le développement du Rugby Club Nîmois est effectivement la capacité à accueillir dans des bonnes conditions ses partenaires. Il y a un peu plus de 360 entreprises au réseau partenaire du Rugby Club Nîmois. 360 entreprises qui sont animées comme un réseau professionnel, c'est-à-dire qu'il y a il y a des petits déjeuners business ou par groupe de 15-20 entreprises qui ont des intérêts croisés, eh bien, on leur demande de se présenter, ça fait du business entre elles, il y a des déjeuners partenaires de mise en relation avec toutes sortes de personnes, en plus des matchs. Donc c'est un vrai réseau aujourd'hui qui fait du business. Une des fiertés, un des facteurs de réussite de ce réseau, c'est qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont pas spécialement passionnées de rugby, qui signent au Rugby Club Nîmois pour faire des affaires, pour connaître des gens, pour se faire ouvrir des portes, pour se servir de la notoriété d'un club de rugby et de son image pour gérer leur communication. Donc ça, c'est une vraie réussite et c'est le vrai support. Il faut en revanche des capacités à les accueillir dans des bonnes conditions. Alors, on a un super traiteur qui les accueille, etc. Mais on est dans une sorte de limite effectivement de place. Et donc, on négocie avec la mairie des extensions de dalles partenaires, changer la sono, etc. Parce que ce soit l'expérience au stade pour nos supporters ou la capacité d'accueil pour nos partenaires, effectivement, ce sont les outils de développement qui sont aujourd'hui publics. Et donc, c'est des discussions avec la mairie. On a une oreille attentive de la mairie et on a toujours pu compter sur la mairie de Nîmes en termes de subventions. Voilà, ça se passe comme ça doit se passer et je les remercie de leur soutien. C'est vrai aussi de la communauté d'Aglo, du département et de la région. Mais ce souci infrastructure aujourd'hui empêche le Rugby Club Nîmois d'aller aussi vite qu'il pourrait dans son développement. Mais bon, voter une nouvelle tribune ou voter des extensions d'espaces partenaires, etc. C'est pas facile, ça prend du temps. Il faut être déterminé, que ce soit du côté du club et du côté des politiques, et il faut un peu de vision moyen long terme. Ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui, et donc c'est pas des choses qui vont pouvoir être actées dans les semaines qui viennent. Mais on lâche pas parce que on sait pour être des chefs d'entreprise et on sait pour l'avoir vu dans d'autres clubs, l'évolution de l'outil de travail peut être déterminant dans la progression du club. On a dès le départ du projet, on ne voulait pas faire un club professionnel où ça parle que sud-africain en équipe première, qui soit décorrélé de la ville. On ne voulait pas non plus faire un club qui ne soit centré que sur sa formation et donc qui aurait eu du mal à aller vers les catégories professionnelles. Et on ne veut pas faire un club qui ne soit pas un club de rugby. Et un club de rugby, on sait ce que c'est parce qu'on a vécu et on a joué toute notre vie au rugby. Un club de rugby, c'est quelque chose qui a des valeurs. Alors, il faut se méfier avec ce mot parce que c'est de plus en plus usurpé. Les valeurs du rugby, c'est quelquefois des éléments de langage sur des plaquettes. Mais les valeurs sont intrinsèques à ce sport. Les valeurs de combativité, enfin voilà, personne n'oublie que c'est le seul sport de combat collectif. Et ça conférera
toujours à ce sport, quelles que soient les dérives que peut causer l'argent, l'évolution de la société. Voilà, il y a des débats au rugby comme partout sur le dopage, sur la cocaïne, sur etc. Le rugby n'est pas hors de la société, mais en revanche, c'est un bastion où les valeurs individuelles confèrent au collectif quelque chose qui ne pourra jamais être effacé parce que on monte pas sur un ring de boxe, on ne rentre pas sur un terrain de rugby comme on rentre. Je veux pas parler des autres sports, mais il peut pas y avoir d'usurpateurs dans les sports de combat. Il peut pas y avoir de personnes qui jouent et qui n'ont pas dans leur panel de possibilités la protection du joueur d'à côté. Quand vous voyez une touche aujourd'hui, les touches modernes sont superbes par rapport à celles qu'on a connues nous, parce que celles qu'on a connues nous n'étaient basées que sur la détente verticale individuelle. Donc, on sautait 30-40 cm au mieux. Aujourd'hui, les touches sont superbes et vous voyez régulièrement des édifices qui sont bousculés par la défense où il y a un grand gars de 2 mètres qui se retrouve déséquilibré et qui tombe sur le dos. C'est-à-dire que les axes de poussée dans une mêlée, les rucks, tout ça, alors nous on joue au rugby naturellement et quand on parle entre passionnés, c'est des gestes qu'on a appris tout petit, pas de souci. Ouais, mais ça veut quand même dire qu'aujourd'hui, le porteur de ballon, lorsqu'il est plaqué au rugby, s'il n'a pas une protection qui arrive extrêmement rapidement, eh bien, il perd le ballon. Et donc, c'est ça les valeurs du rugby. C'est-à-dire qu'on ne peut rien construire tout seul, on ne peut rien sauvegarder sans la protection de l'autre. Et ça couronne le collectif. Quand on a dans nos mains, en tant que passionné de rugby, mais en tant que dirigeant, quand on a dans nos mains un sport autant porteur de valeur, autant apprécié par les chefs d'entreprise, autant apprécié par les spectateurs. Moi, je n'oublie pas, enfin, j'en ai quelquefois rêvé, mais aujourd'hui, une équipe de France de rugby qui fait depuis 2 ans des meilleures audiences que l'équipe de France de foot, franchement, quelquefois, je me pince pour être sûr que je lis bien ce que je lis, quoi. Donc, on a un sport aujourd'hui qui est plébiscité par le grand nombre, par les forces économiques, parce que c'est un sport générateur de valeur. Et donc, quand on a dans nos mains quelque chose comme ça, on veut le partager à tous les publics. Et effectivement, nous avons créé il y a 2 ans une fondation qui s'appelle Rugby Cœur Nîmes, pour garder le rugby club nîmois, le RCN, Rugby Cœur Nîmes, qui est une entreprise à projet qui nous permet de répondre à des appels à projets, qu'ils soient sur toute la politique de la ville, mais c'est vrai aussi pour l'insertion, pour le handicap, etc. On répond à des appels à projets. C'est par exemple RCN Insertion, je vais vous donner un exemple, RCN Insertion, programme dont le leader est la préfecture, mais cofinancé avec le conseil général, l'agglo et la mairie, qui fait que pendant 4 fois cette année, sur 4 sessions, il nous a été confié 20 jeunes. 20 jeunes qui étaient en rupture, apportés par la mission locale et France Travail. Des jeunes qui étaient en rupture au niveau perso, social, scolaire. On s'est occupé de ces jeunes, donc 4 sessions d'1 mois. On s'est occupé de ces jeunes, on leur a fait passer le permis de conduire, on a tenté de leur donner des savoirs fondamentaux. On leur a fait croiser l'armée, la gendarmerie, des gens avec lesquels on est en partenariat extrêmement proche. On leur a fait faire des CV avec des professionnels. On leur a fait faire des photos professionnelles pour leur CV. Et on les a petit à petit, avec évidemment du sport soir et matin, on les a petit à petit amenés à une certaine employabilité et on les a proposés et présentés à nos entreprises partenaires sur des déjeuners partenaires thématiques où ces jeunes ont pu pour la première fois converser avec 5, 10, 15 chefs d'entreprise. Voilà, un certain nombre ont trouvé des stages, d'autres ont trouvé des alternances et je crois qu'il y a quelques embauches. Mais c'est vraiment pour nous la quintessence de notre engagement en fait, parce que c'est faire sortir le rugby de son monde culturel qui est quelquefois un peu fermé. C'est l'apporter auprès de publics qui n'ont pas qui n'ont pas cette culture-là dans les quartiers populaires. Vous savez, à Nîmes, peut-être c'est différent dans le sud-ouest, mais
à Nîmes, dans les quartiers populaires, il y a foot ou sport de combat. Le rugby n'existe pas. Le handball fait aussi un beau travail là-dessus, mais c'est des sports qui ont du mal à percer parce que ça demande des infrastructures qui sont pas les mêmes, etc. Et puis il n'y a pas voilà, tout le monde connaît Zidane. On commence à connaître Antoine Dupont, mais c'est des murs culturels et sociaux qu'on a du mal à franchir. Et donc par ces projets sociétaux, il n'y a pas que celui-là, hein, je vous donne celui-là, c'est sur l'inclusion, mais il y en a sur l'égalité homme-femme, il y en a sur tout ce qui est éco-développement, éco-responsabilité, et ça, c'est un pan. Ça, c'est un pan extrêmement important du projet. Pourquoi ? Parce que ce sont des opérations qui s'autofinancent la plupart du temps, hein, ça n'est pas un centre de profit, c'est des opérations qui s'autofinancent, mais ça nous permet d'aller porter le rugby hors les murs, en dehors de notre stade. Ça a pour but d'augmenter le nombre de licenciés, probablement qu'il y a des effets indirects, mais ça permet de porter le rugby, ses valeurs et notre état d'esprit un petit peu particulier à des publics qui n'en ont pas l'habitude, et c'est bien ça l'ouverture d'esprit en fait, c'est juste d'apporter de plus en plus de propositions à ces jeunes. Moi je suis bien sûr que les jeunes, à partir du moment où ils découvrent le sport, c'est vrai aussi pour la culture, mais des jeunes, quand on arrive à les amener au sport, ce sont des jeunes quand même qui respectent par nature un peu plus les règles, les droits et règlements, qui s'impliquent, qui se dépassent, qui respectent nécessairement un entraîneur, des coéquipiers, un arbitre. On a sanctuarisé dans notre sport l'arbitre, ce que n'ont pas fait d'autres sports, y compris les plus populaires. C'est catastrophique en termes d'image, de voir des gens qui bousculent les arbitres, etc. Notre sport tient bon sur ces préceptes, et donc il faut le distribuer et le diffuser le plus largement possible, parce que le respect de l'autorité, le respect de l'organisation, c'est la possibilité pour chacun d'entre nous de s'exprimer, de prendre tout notre épanouissement, dès lors que la base de l'échange est sur la contestation des règles, de l'autorité, etc., plus Dieu possible. Donc c'est ces savoirs fondamentaux-là que permettent d'apporter le rugby et le club de rugby dans tous les quartiers, pour tous les publics. C'est un beau début de saison. Sportivement, donc on est sur le même modèle depuis maintenant 3 ans, une équipe à moitié avec des pros et des très bons joueurs, la plupart du temps ayant joué sur les niveaux au-dessus, donc des beaux recrutements, additionnés avec un groupe qui était déjà pas mal, puisqu'on a fait une demi-finale de Fédéral 1, juste avant sur ma première année de présidence. Donc c'est ça l'enjeu, c'est d'aller chercher des pros ciblés et pouvant apporter quelque chose à l'équipe, et de marier ça avec une formation qu'on a déterminée devant être vraiment une formation efficiente. On a cette année modifié tout l'organigramme de la formation pour mettre Jean-Baptiste Poulon en charge de la formation, qui était l'ancien entraîneur des lignes arrières des trois quarts. Donc on investit sur la formation, parce que l'avenir du rugby club nîmois, nécessairement, ce seront cette alliance entre les pros et les gens formés du club. Depuis 3 ans maintenant, on fait d'assez bonnes saisons régulières. On s'est qualifié 3 fois d'affilée, ce qui est quand même une bonne performance pour les phases finales, mais on bute sur les premiers matchs de phase finale. C'est une sorte de frustration. Alors quand ça fonctionne pas comme on veut, on cherche les causes. Donc on a fait évoluer cette année le staff. On est passé d'un staff de 2 personnes à un staff de 3 personnes, en faisant monter le staff des espoirs en équipe première, sachant que l'équipe espoir a été championne de France de National 2 l'année dernière. Donc on espère profiter de cette dynamique comme ça, en intégrant un certain nombre de jeunes et leurs entraîneurs, sachant que les entraîneurs sont des gens qui ont joué au plus haut niveau, donc c'est des gens compétents, et on essaie de profiter de ça. Ensuite, on a axé beaucoup de choses durant cet été sur la cohésion nécessaire et l'alignement
entre le projet du club, les joueurs, la manière dont on s'entraîne, les entraîneurs. On a beaucoup échangé cet été. Ça allait de la manière dont on s'entraînait à la manière dont le club communiquait ses ambitions. C'est vrai qu'un certain nombre de fois, on a pu poser comme objectif la montée. Y a toujours une différence entre la communication externe dans un club et la communication interne. Donc, il y a probablement eu des maladresses. On a aussi quelquefois fait des erreurs dans le recrutement. C'est la raison pour laquelle on a mis en place une commission sportive depuis le début de l'année, qui nous a aidé à réfléchir en élargissant le panel de compétences pour mieux recruter et mieux évaluer les joueurs en place. Et donc, tout ça, également cet été, on avait l'habitude de faire des stages de cohésion à l'armée, etc., pour éprouver le groupe. C'est indispensable de faire ça, mais cette année, on a voulu faire quelque chose de plus convivial, et donc c'était 2 jours dans un camping de partage, de discussion, voilà, et donc tout ça, après, quand vous gagnez les matchs, vous vous dites que tout ce que vous avez fait est bien fait. C'est pas toujours vrai. Et quand vous perdez un match, vous dites il faut changer tout ce qu'on a fait. Voilà. Et quelquefois, la défaite et la victoire donnent des images un peu trompeuses. En tout cas, on fait un bon début de saison parce que avec un premier bloc, où on avait 2 déplacements et un match à domicile, on finit le bloc avec 2 victoires et un bonus défensif, ce qui nous place 2e de la poule. Donc voilà, c'est un bon début de saison. Une victoire à l'extérieur chez Rumilly, qui est un bon club, et qui perd de manière exceptionnelle à domicile. C'est une très bonne performance. Avoir bien gagné contre Lannemezan à la maison, dans une très belle performance, mais plus sur la manière que sur le fait d'avoir gagné, parce que voilà, la victoire, on doit gagner contre Lannemezan à la maison. Ça ne veut pas dire que le match est gagné, mais moi, en tant que président, je sais qu'il y a 4-5 grosses équipes. On peut perdre à la maison contre une petite équipe, mais la logique a été respectée, si vous voulez, en gagnant contre Lannemezan à la maison. En revanche, la manière, le match, l'intensité sur 80 minutes, ça nous a donné à tous des signes qu'il se passait quelque chose cette année qui pouvait, sur la durée, nous permettre d'avoir une très belle saison. Après, on n'en dit pas plus parce qu'il suffit de dire ça pour faire une contre-performance, mais on sent bien que les choses qu'on a rectifiées sur ce qu'on faisait depuis 3-4 ans, on a peut-être fait mouche, et là, il y a un groupe qui vit bien. Il y a un groupe où on peut intégrer des gens pour challenger les titulaires. Il y a des forces nouvelles qui arrivent dans ce groupe avec 5-6 champions de France espoirs qui sont montés. On s'est moins trompé, ou on a fait des bonnes choses sur le recrutement. Les gens qu'on a recrutés s'intègrent et bossent. Vous voyez, contre Lannemezan, par exemple, on fait un très beau match, bien gagné et bien maîtrisé. Sur les titulaires, donc ceux qui ont attaqué le match, il y avait seulement une recrue. Donc, il y avait 14 gars qui étaient là l'année dernière. Et ça prouve aussi que les recrues ne sont plus de fait titulaires, mais vont devoir se mettre au niveau du groupe et dans une certaine dynamique pour prendre les places. Et ça va nous permettre une rotation. Enfin, bon, c'est toutes les bonnes recettes qu'on connaît, parce que les saisons sont extrêmement longues. C'est des poules de 12. Donc, il y a toute une saison régulière. Les 6 premiers se qualifient pour les phases finales. Et ensuite, vous avez 3 ou 4 matchs à gagner. Enfin, il y a une Coupe du Monde à gagner pour monter. Cette année, les 2 finalistes monteront. Donc, selon la place dans laquelle vous vous qualifiez, vous passez par des barrages ou directement en quart, en demi. Et si vous êtes en finale cette année, vous montez. Mais les autres années, il fallait en plus gagner la finale, sachant que le perdant de la finale avait un access match. Enfin, ouais, c'est un marathon, quoi. Donc voilà. On sent bien le truc, mais bon, voilà, on n'ose pas le dire.